Laurent Saint-Martin, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Vous êtes député La République En Marche du Val-de-Marne. Vous êtes surtout maintenant chef de file pour mener la bataille des régionales au nom de la majorité présidentielle. Un mot sur le carnaval improvisé qu'on a vu à Marseille hier. Que faut-il en penser? Comment réagir? Est-ce que c'est l'exutoire inévitable de la jeunesse? Est-ce que c'est une inconséquence funeste? Probablement un peu des deux, mon capitaine, et je crois malheureusement que nous ne réussirons qu'ensemble à sortir de cette crise. Donc évidemment que ce genre de comportement, surtout quand le masque n'est pas porté, comme malheureusement on l'a trop vu sur ces images, n'est pas souhaitable. Et donc il faut absolument que l'ensemble de nos concitoyens comprennent l'importance de ne pas se rassembler, même si c'est en extérieur, de façon aussi rapprochée et sans le masque. Je dis là la palissade, parce qu'aujourd'hui les Français sont quand même habitués depuis plus d'un an à connaître ces mesures-là, qui sont des mesures très importantes pour lutter contre le virus. Et surtout, on est sur la dernière ligne droite. Donc ne gâchons pas cette dernière ligne droite par des comportements qui, même si je peux comprendre la frustration et l'envie de se retrouver, je le comprends très bien, mais ne gâchons pas cette dernière ligne droite par des comportements qui peuvent mettre en danger autrui. On l'a vu partout en France. Ce week-end, il y avait du soleil sur les quais de Seine, au bord du canal qui porte votre nom à Paris, le canal Saint-Martin, dans les squares. Les gens se regroupaient parce que c'est le printemps, ils sont heureux. Est-ce qu'on n'a pas atteint le seuil de l'acceptabilité de ces contraintes ? En tout cas, l'acceptabilité est de plus en plus érodée au fur et à mesure des mois, et c'est normal. Et je pense que c'est pareil pour vous et c'est pareil pour moi. Il y a quelque chose de très humain à être lassé de cette situation. Ce que je répète, c'est que nous sommes sur la dernière ligne droite. Pourquoi ? Parce que ces mesures un peu plus contraignantes que le Premier ministre a annoncées vont de pair avec une accélération de la vaccination. C'est ça la clé. Le sujet, c'est pas tant de savoir est-ce que telle règle est plus ou moins précise aujourd'hui par rapport à tel ou tel cas. Le sujet, c'est est-ce qu'on accélère bien sur la vaccination, et pendant cette période-là, est-ce qu'on a les bonnes mesures pour pouvoir contenir au maximum, sans gâcher la vie des gens, sans empêcher la vie normale des gens, c'est-à-dire sans les contraindre à rester intégralement chez eux. Et donc c'est ce compromis qu'il faut trouver. Et éviter de se retrouver de façon trop regroupée, que ce soit en intérieur ou en extérieur, profiter de l'air extérieur, mais plutôt en format réduit, et rester chez soi autant que de possible. Ce compromis, on lui cherche un peu un nom. Le gouvernement dit ce n'est pas un confinement, puisqu'en effet on peut sortir, se promener. Néanmoins, il y a des contraintes, puisqu'on doit respecter des distances, sortir des attestations, etc. Est-ce que il ne faut pas assumer de dire si, c'est quand même un confinement, il y a un couvre-feu, c'est un confinement. C'est un renforcement des mesures contraignantes, c'est vrai, pour pouvoir freiner la propagation du virus, ni plus ni moins. La bataille sémantique m'intéresse assez peu. Ce qui compte, c'est est-ce que ça sera efficace ? C'est là-dessus qu'il nous faut nous concentrer. Est-ce que c'est pas trop léger pour être efficace ? Écoutez, le choix qui a été fait, c'est de permettre aux gens de vivre le plus normalement possible, tout en leur demandant un effort supplémentaire pendant que la campagne de vaccination accélère. C'est ça l'équation que nous vivons pour les 4 prochaines semaines. Nous verrons si cela aura été suffisant. J'espère qu'avec des comportements responsables, qui est le corollaire de cette liberté quand même qui est laissée à nos concitoyens, nous pourrons tous ensemble sortir de ce tunnel-là le plus rapidement possible, c'est-à-dire dès le printemps. Quelle leçon tirez-vous du pataquès gouvernemental ce week-end autour de l'attestation de déplacement dérogatoire, 15 items des astérisques, finalement l'attestation est retirée. Qu'est-ce que ça dit de notre gestion de la crise ? D'abord que des décisions complexes sont prises régulièrement et qu'il est donc normal que, par certains moments, il puisse y avoir des injonctions paradoxales, que cela n'est pas totalement absurde de le remarquer. En revanche, il faut réagir vite dans ces cas-là. Cette attestation avec, je ne sais plus combien, 15 ou 16 dérogations, tout le monde a vite compris que c'était une aberration. Une correction a été faite dès le lendemain. Il n'y a plus d'attestation pour le rayon de 10 km. Et donc, vous voyez que je préfère une administration souple et qui s'adapte vite en reconnaissant que parfois certaines mesures ont pu être erronées ou en tout cas certaines mesures de contrôle sont excessives, plutôt qu'une administration sourde qui dirait c'est comme ça et pas autrement. On a su démontrer par notre administration qui est quand même une bonne administration en France. Il ne faut pas elle était trop bonne, justement, elle met des normes partout. Et parfois, effectivement, il y a un côté kafkaïen que je reconnais très bien qui fait qu'à trop vouloir contrôler, à trop vouloir assurer la bonne mise en œuvre d'une mesure, ça devient parfois un petit peu délirant. C'est vrai, on corrige et on corrige rapidement. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a acheté un froid, puisque on sait qu'on ne peut plus inviter des gens à dîner, il y a le couvre-feu, mais il a dit, mais les déjeuners aussi sont interdits. Ils sont interdits, ils sont pas recommandés, quel est le bon mot ? J'ai dit que le corollaire des mesures de liberté qui étaient laissées était la responsabilité. Partons d'un principe simple, ne soyons pas obsédés par la loi, partons d'un principe simple. Pendant ces 4 semaines, dans les 16 départements concernés, on n'invite pas chez soi. Pendant ces 4 semaines, on est responsable et on fait un effort supplémentaire pour rester seul chez soi avec sa famille, ou alors éventuellement pouvoir
pouvoir se retrouver à quelques heures en extérieur, mais sans attroupement, parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc cet effort collectif qu'on fait, il demande de la responsabilité individuelle, c'est une évidence, et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Effort collectif aussi en milieu scolaire, demi-jauge au lycée, mais pas de changement dans les collèges. Est-ce qu'il ne faudrait pas être plus coercitif en milieu scolaire, parce qu'on sait que le virus circule aussi par les là-dessus, enfants. attention. Moi, je suis élu de la 3e circonscription du Val-de-Marne avec des zones de réseau d'éducation prioritaire particulièrement tendues, particulièrement sensibles, et je sais à quel point, pour le voir de mes propres yeux, la continuité pédagogique est essentielle pendant cette crise. La France est le seul pays à avoir assuré, au-delà du premier confinement, l'ensemble de la continuité pédagogique. Nous n'avons jamais refermé les écoles, et effectivement, il y a eu des mesures de demi-jauge qui ont pu être mises en place, notamment dans les lycées. Pourquoi ? Parce que les lycéens étant plus mûrs, sachant davantage s'organiser de façon autonome, cela pouvait s'entendre. Mais attention, à partir du collège et évidemment sur l'école élémentaire, ce n'est pas souhaitable à mon sens, parce que les enfants, et notamment les enfants des familles les plus défavorisées, doivent aller à l'école pour ne pas décrocher. Il y a des pays qui vont affronter une vraie difficulté pour ces générations-là dans les prochaines années parce qu'il y aura eu du retard pris à force de trop fermer les écoles pendant trop longtemps. La France, et il faut remercier Jean-Michel Blanquer sur ce point parce que c'est lui qui a particulièrement insisté à ce que les écoles ne ferment pas, la France a fait le choix de maintenir la pédagogie de façon continue dans notre pays. L'enjeu, vous le disiez, c'est la vaccination. Anne Hidalgo réclame une vaccination débridée, c'est-à-dire ouvrir à d'autres populations que les populations cibles cette vaccination. Êtes-vous favorable ? Je crois qu'Anne Hidalgo est dans le stéréotype du yaka faucon depuis le début. Je l'ai entendu demander par la voix de son premier adjoint de reconfiner, puis le lendemain finalement de ne pas le faire tout à fait comme ça. Je ne comprends pas quelle est la proposition finale de la maire de Paris. Il y a un moment, les élus locaux doivent être responsables. Il y en a qui tendent la main et qui sont plutôt dans une logique de co-construction. Il y en a d'autres qui sont dans le yaka faucon permanent. Ça suffit. Ça suffit. Je crois qu'à un moment, la stratégie vaccinale, chacun l'a comprise pour les bonnes raisons, c'est-à-dire qu'on protège d'abord les populations les plus fragiles, à commencer par les plus âgés, pour ceux qui sont atteints de comorbidité. Et puis au fur et à mesure, l'ensemble des publics qui pourront se faire vacciner le feront. Et je ferai partie de ceux qui se feront vacciner dès que je serai admis. Et c'est aussi simple que cela. Et il n'y a pas de mauvaise polémique à avoir sur l'idée de fournir le vaccin aux premières arrivées, parce que je pense que oui, c'est une belle stratégie assumée que de dire que les plus fragiles doivent être d'abord pris en charge. Avec des grands vaccinodromes, c'est l'avenir dans les semaines qui viennent ? Absolument, notamment celui du Stade de France, à Saint-Denis, à Saint-Denis, où nous allons mobiliser beaucoup de professionnels de santé, évidemment. Aussi, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui va être fortement mobilisée là-dessus, où là, on va vacciner à tour de bras, où là, effectivement, on va changer de braquet, parce que si nous voulons atteindre notre stratégie des 10 millions à mi-avril, 20 millions à mi-mai, 30 millions à mi-juin, nous devons effectivement avoir ces centres où on vaccine rapidement, bien, avec des professionnels. Alors, le gouvernement a promis un surcroît de doses pour les zones qui sont cibles de ce reconfinement. Dans le Val-de-Marne, est-ce que vous êtes certain que vous aurez les doses suffisantes en nombre croissant ? En tout cas, je me bats avec les élus locaux de bonne composition, avec mes collègues parlementaires, pour que systématiquement, auprès de l'ARS, nous puissions nous assurer du nombre de doses. Parfois, il faut passer beaucoup de coups de fil, c'est vrai. Parce que l'ARS est un goulot d'étranglement, parce qu'elle traîne, parce que... L'ARS fait bien son travail. Il ne faut pas être là-dessus démagogique. L'Agence régionale de santé est efficace. Oui, elle fait bien son travail. Elle fait un travail extrêmement difficile. Elle le fait surtout en concertation. Moi, j'ai l'ARS au téléphone très régulièrement et les maires aussi. Donc, je tiens quand même à saluer leur travail. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'acheminement logistique de doses, parfois, il est complexe et il faut intervenir pour pouvoir s'assurer que les doses arrivent à bon port. C'est vrai. Mais cela va se décoincer de façon de plus en plus fluide parce que justement nous allons avoir de plus en plus de doses de vaccins, notamment par de certaines bonnes surprises comme le laboratoire Pfizer qui devrait pouvoir nous permettre d'avoir plus de doses. Vous êtes donc engagé dans la bataille des régionales. 10 présidents de région dans le Figaro ce matin tiennent une tribune pour dire il faut maintenir au 13 et 20 juin ces élections régionales. On sait qu'il y a une clause de revoyure avec notamment un rapport du Conseil scientifique le 1er avril. Êtes-vous favorable au maintien des dates prévues ? Je ne dirais pas qu'il faut, je dirais que je souhaite. Donc là-dessus, je les rejoins sur le principe que je souhaite que la démocratie ait lieu au mois de juin. Mais je ne fais pas d'incantation et surtout, je ne suis personne pour donner avec certitude la capacité que ce scrutin puisse avoir lieu les 13 et 20 juin. Nous verrons en fonction de l'évolution sanitaire et surtout du rapport du Conseil scientifique du 1er avril. Je suis quelqu'un de responsable et de raisonnable. Je ne vais pas vous dire, quel que soit l'avis du Conseil scientifique, il est hors de question d'outrepasser ces élections régionales. Je souhaite ardemment qu'elles puissent avoir lieu si les conditions sanitaires le permettent, ni plus ni moins. Même si
du coup, votre campagne est un peu dégradée, vous ne pouvez pas faire de meeting ou de porte-à-porte? La campagne sera une campagne de toute façon très atypique, puisque quelle que soit la date du scrutin, nous ne pourrons pas faire campagne comme d'habitude. Et c'est vrai pour moi, c'est vrai pour les autres candidats, c'est vrai pour l'ensemble des régions. Donc à nous de nous adapter. Et si je crois il y a bien une formation politique qui a démontré régulièrement sa capacité à s'adapter, c'est bien la majorité présidentielle. Vous avez proposé une police régionale des transports. Est-ce que ça ne créerait pas un conflit de compétences quand même avec les polices municipales, les services de sécurité des sociétés de transport et la police nationale? Au contraire, ça créera une solution de coordination. Aujourd'hui, vous avez dans les transports une myriade d'acteurs que vous avez tout à fait cités. Il faut rajouter aussi les services de sécurité de la SNCF, de la RATP. Et donc cette myriade de forces de sécurité qui sont utiles, je ne le nie pas, doit être mieux coordonnée, doit être renforcée. Ce que je dis dans ma proposition, c'est que moi, je veux être le candidat des solutions. Et on ne peut pas aujourd'hui se satisfaire du niveau d'insécurité dans les transports et dire il faudrait juste avoir plus d'agences de sécurité de la part, justement, soit des opérateurs, soit de l'État. À un moment, la région doit prendre ses responsabilités concernant ses compétences, y compris dans l'effort de sécurisation de ses usagers. Et donc oui, Île-de-France Mobilité, qui est donc l'autorité organisatrice de mobilité dans notre région, doit aussi se doter de sa force de sécurité qui permettra également de coordonner l'ensemble des forces présentes. Et surtout, Christophe Barbier, n'oubliez pas une chose, la délinquance, elle est dynamique, elle est mobile. N'ayons pas le mauvais réflexe permanent de la sécurité statique. Nous devons être dans les rames pour pouvoir rassurer et sécuriser nos usagers. La République En Marche fera front républicain s'il y a un risque de prise du pouvoir par le Rassemblement national. Peu de risques, probablement en Île-de-France. S'il y avait un risque de prise du pouvoir par les gauches radicales réunies, est-ce que vous pourriez négocier avec Valérie Pécresse? Je ne me pose pas la question à ce stade. Je pars en campagne pour le premier tour qui a lieu aujourd'hui, en tout cas, le 13 juin 2020, avec nos idées, avec nos propositions. Et vous verrez qu'elles seront suffisamment différentes des autres pour qu'on puisse bien les identifier. La majorité a débattu ce week-end autour de la fin de vie. Êtes-vous pour légaliser le suicide assisté ou êtes-vous contre? Je fais partie de ceux qui avaient co-signé la proposition de loi de mon collègue Touraine. Jean-Louis Touraine, tout à fait, que nous avons reçu. Cette proposition de loi qui est portée par Olivier Falorni, qui sera probablement amendée en cours de séance, je vais la regarder de très près, je participerai au débat. Et si effectivement, à la fin, le texte convient à ceux que j'avais co-signé avec Jean-Louis Touraine, je suis prêt effectivement à la voter. Une tribune signée par une centaine d'élus ce week-end réclame l'instauration du vote à 16 ans. N'est-ce pas légitime au vu de ce que subit la jeunesse? Oui, probablement. Ça fait partie, moi, des voies d'innovation démocratique que je suis prêt à discuter. Je ne suis juste pas certain que ce soit l'ultra-priorité pour la jeunesse aujourd'hui. Voilà. On a une jeunesse qui est en souffrance, qu'elle soit mineure ou qu'elle soit majeure par rapport à cette crise. Je préfère me concentrer sur son avenir, je préfère me concentrer sur son emploi, je préfère me concentrer sur ses études. Mais s'il faut demain avancer sur l'avancement du droit de vote et de l'âge pour voter, je suis prêt à le discuter, mais je ne crois pas que ce soit la priorité sur la table. Laurent Saint-Martin, merci, bonne journée. Merci à vous.